Bonjour et merci de m'avoir invitée. Cette étude a été faite en collaboration avec Rosen, que vous avez vu tout à l'heure, avec Françoise Labonne, qui est chargée d'études à l'INRAP, et moi-même, je suis gestionnaire du mobilier archéologique au sein du SRA, et je suis également chargée de l'étude des textiles anciens. Alors donc, ça va être un peu redondant parce que certaines diapositives correspondent aussi à ce qu'a fait Rosen, puisqu'on a travaillé donc en collaboration toutes les deux. Donc il s'agit donc des Jacobins. L'étude porte sur 38 sépultures comportant des textiles, des fibres et des informations liées aux textiles provenant du couvent des Jacobins à Rennes. La fouille prescrite par l'État en amont de la construction du futur centre des congrès de Rennes Métropole et menée par Gaëtan Le Cloarec à l'INRAP a commencé en novembre 2011 et a duré environ 18 mois. Dans ce lieu de pèlerinage à Notre-Dame de Bonne-Nouvelle du XVe au XVIIIe siècle, le couvent va recevoir plus d'une centaine de sépultures localisées principalement dans la salle du chapitre, comme le disait Rosen tout à l'heure. Donc c'est un lieu d'inhumation principalement réservé aux frères, et dans la galerie des Enfeux et également dans l'église. L'étude des textiles en Bretagne est très récente. Il est vrai que le sol très acide de notre région nous laisse peu d'exemples et l'archéologie, peu sensible à ce type de mobilier, car trop fragile et difficile à conserver, en a fait abstraction. Les fibres textiles, vêtements, linceuls, suaires et autres des Jacobins sont une opportunité pour développer ce nouveau terrain de recherche. Donc, lors de la fouille des Jacobins, sur les conseils de Françoise Labonne, que je citais tout à l'heure, les textiles ont été prélevés en général en motte, puis mis à sécher dans des sacs percés afin d'éviter une variation hygrométrique trop brutale. Plus tard, selon l'état de la conservation, l'objet est soit dégagé de sa motte, soit laissé en l'état. Chaque prélèvement est référencé, photographié avant d'être enlevé. Donc, les 38 sépultures étudiées sont réparties sur 3 zones. Dans la galerie des Enfeux, correspond à l'ensevelissement des laïcs, hormis la sépulture 253, dont vous avez entendu parler peut-être dernièrement, sur laquelle nous reviendrons plus tard. Les 21 sépultures n'ont révélé que très peu de fibres textiles. Néanmoins, les épingles que certaines contenaient ont permis d'interprétation du pliage et de fermeture des linceuls pour la présentation du défunt. Certains accessoires de vêtements ont laissé la place à une interprétation d'emmaillotement du linceul sur des sujets habillés. Dans la salle capitulaire, 11 sépultures, à grande majorité religieuses, ont été les plus généreuses en fibres textiles. Le lin, le coton, la laine, la soie et l'argent y sont bien représentés. Les 6 sépultures, dont 4 en cercueil de plomb de l'église, n'ont révélé que très peu d'informations. Néanmoins, la soie et l'argent y sont présents, mais également des empreintes de linceul dans la glaise ou dans des matières organiques. Alors là, nous avons l'étude commence maintenant. Là. Le principe d'emmaillotement des morts s'impose comme une nécessité afin d'immobiliser le corps pendant la veillée, la procession funèbre et le dépôt du corps dans la fosse. Aux Jacobins, on révèle 3 façons de préparer le défunt avant son ensevelissement. Celui-ci peut être emmailloté, soit nu, soit habillé dans un linceul qui peut être noué, cousu ou épinglé, voire ficelé. Parmi les sépultures étudiées, 9 comportaient des accessoires, évoquant une sépulture habillée telles que des chaussures, ceintures, agrafes, boucles de ceinture. Certains nobles ou religieux sont ensevelis habillés, parfois même dans un cercueil en plomb. Si l'on souhaite transporter le corps vers le cercueil, il devrait être transporté au moyen d'une cordelette ou d'un linceul de transport posé sans doute sur une civière en bois. Je ne sais plus à quel diapo je suis.
L'étude des textiles des Jacobins a été réalisée à l'UMR 65-66 de Rennes 1. Elle consiste tout d'abord à observer la motte ou la pièce textile à binoculaire, puis à prélever les fibres qui sont alors placées dans de petits sacs individuellement inventoriés. La deuxième étape consiste à placer le prélèvement sur une plaque de verre. Si la fibre présente des salissures, elle sera partiellement baignée dans l'éthanol, puis dans l'eau et enfin contenue par une lame mince. Cette préparation est étudiée au microscope à lumière polarisée. Alors, le lin, le chanvre et les fibres d'origine végétale cultivées en Bretagne depuis au moins le Moyen Âge, au moins l'âge du bronze, excusez-moi. Au microscope, est-ce que je vais y arriver? Là, c'est par rapport aux Jacobins. Au microscope, elle a l'aspect du bambou comportant des nœuds ou ce qu'on appelle des genoux. On les voit ici. Il est très difficile de faire différencier le lin du chanvre. Seule une coupe transversale peut les dissocier. L'étude de ces fibres étant en cours de réalisation, cet approfondissement se fera ultérieurement. Bien que les sépultures des Jacobins nous aient livré peu de fibres de lin, étant donné le statut social des défunts des Jacobins, on peut tout à fait imaginer que chaque sépulture en comportait, car le lin et le chanvre sont des matières premières des suaires, linceul de transport et chemise. Le chanvre étant plutôt destiné aux moins favorisés, enfin utilisé du moins. Le coton n'est pas encore une matière très en vogue au milieu du XVIIe siècle, comme le montrent le peu d'exemples aux Jacobins, puisqu'on n'a qu'une seule sépulture. Son heure de gloire, non démentie jusqu'à aujourd'hui, va venir dès le début du XVIIIe siècle avec l'engouement des indiennes. Cette matière, pourtant utilisée au XIVe siècle pour gambesonner les vêtements militaires ou d'apparat comme le pourpoint de Charles de Blois, n'est que très peu filée et tissée. Comme cette toile, excusez-moi, j'étais chez Époux, certaines toiles grossières comme la futaine et le basin ou bourbasin utilisaient le lin en chêne et le chanvre ou coton en trame. En 1850, lors de la fouille du cercueil de Marie de Bretagne ou Marie de Blois, morte en 1404 en Anjou, les archéologues ont découvert de l'étoupe de coton recouvrant les mains et le visage du cadavre. Aux Jacobins, la sépulture 767, peut-être un religieux, situé dans la salle capitulaire, comportait du coton. La laine comme le lin sont des matières usuelles tant chez les laïcs que chez les religieux. Chez les dominicains, la robe de bure est en laine de couleur beige naturelle et la cape provient de laine de mouton noir. Au Moyen-Âge, il est souvent question de tire-laine faite en chaîne de lin ou chanvre et de laine en trame. Au microscope, elle a l'aspect d'un ruban à écailles. La soie est une fibre issue de la bave d'un insecte nommé Bombyx du mûrier. Lors de la réalisation de son cocon, le ver à soie produit un fil presque continu. Signe de pouvoir depuis l'Empire romain, la soie est un enjeu stratégique. Le ver à soie a été importé au VIe siècle à l'empereur Justinien, qui, pour éviter tout commerce avec l'Orient ou la Perse, fait importer les cocons de soie par des congrégations religieuses afin de développer cette industrie dans l'Empire byzantin. Alors, pour des raisons techniques, le dernier cercueil en plomb, le numéro 253, a été fouillé en mars 2014. Une fois ouvert, Rosen, qui ici présente, anthropologue donc à l'INRAP, a découvert une sépulture de femmes parfaitement conservée, vêtue d'un ensemble de costumes religieux et laïques. Cette femme veuve, issue de l'aristocratie bretonne, a pu être un membre du tiers-ordre. Mais peut-être a-t-elle, comme certains laïcs, adopté la vie conventuelle à la fin de sa vie afin d'être inhumée en costume monastique. Car les religieux sont inhumés en costume de leur fonction. Cette sépulture numéro 253
provenant de la chapelle de Bonne-Nouvelle est venu confirmer par sa complète conservation cette étude des fibres. Tapissant le fond du cercueil, le corps reposait sur un grand drap de lin. Celui-ci a dû servir de linceul de transport pour déplacer la défunte. Donc, Louise de Quingot, morte en 1556, dont vous avez peut-être entendu parler dernièrement, portait tout d'abord une chemise de laine. 2 bonnets superposés en lin, des guêtres ensergées de laine épais avec une couture sur le mollet et une ouverture pour laisser passer le pied. Ensuite, elle portait une robe de laine non teinte, mais plus épaisse et plus sombre que la chemise de laine. Par-dessus, elle portait une petite coiffe matelassée par-dessus les 2 autres petits bonnets. Et enfin, des chausses en boutons de laine, sans âme à l'intérieur. Donc, il n'y avait pas de bois, il n'y avait rien c'était un peu mou. Ensuite, elle venait la robe chasuble, ou dit scapulaire en laine naturelle, c'est-à-dire non teinte, caractéristique de l'ordre des Carmes. Ensuite venait le masque mortuaire, et enfin la façon dont on l'a découvert, avec une cape noire foncée en tuyau d'orgue à l'encolure. Elle avait donc le masque mortuaire, des mules en cuir et avec des semelles en liège dans lesquelles les choses se glissaient. Elle avait également un petit scapulaire de dévotion. Destiné à protéger les vivants et assurer une bonne mort, ces scapulaires, souvent réalisés dans des matières nobles telles que la soie, l'or ou l'argent, comme ceux trouvés aux Jacobins, se composent généralement de 2 petits morceaux, généralement rectangulaires, de tissu de quelques centimètres dans lesquels on peut placer des images, des textes religieux et parfois même des reliques. Ils sont rejoints par 2 bandes de tissu et le porteur place un carré sur la poitrine posant les liens de tissu sur chaque épaule et laisse le 2e carré de tissu pendre dans son dos. Là, je vous ai mis un exemple de scapulaire qui est relativement moderne, alors que derrière, on a un exemple de tissu en argent trouvé aux Jacobins. Alors l'étude, là, maintenant, repose sur les linceuls. Si dans le domaine religieux, ce sont les consacrés qui apprêtent les défunts de leur congrégation, chez les laïcs, ce sont les femmes qui se chargent de l'enfarladage du corps dans un drap de lit, voire dans une tête matelas, qui chez les plus simples peut être en chanvre, mais le plus souvent en lin, généralement blanc pour les bourgeois. Il est parfois fait mention de linceul de couleur rouge chez les nobles, mais également en linceul de toile cirée pour éviter toute salissure. Un linceul d'enfant en cuir a été découvert à Quimper par Jean-Paul Le Bihan. D'après Philippe Ariès, à partir du XVe siècle, l'invention du cercueil en bois ne contraint plus à l'immobilité du corps et les épingles disparaissent. Pourtant, aux Jacobins, nombreuses sont les sépultures de la galerie des Enfeux qui comportent des épingles. Elles ont servi de support pour l'interprétation du pliage d'un linceul mesuré environ 2 mètres sur 1,70 m. Il est important de garder en mémoire que les dessins qui suivent sont des suggestions et non pas des affirmations, d'autant que le positionnement des épingles peut avoir bougé lors de la décomposition du corps. Donc voilà la façon dont on a pu travailler avec le corps, les épingles qui sont là bien représentées en vert, et par-dessus le linceul plié, et on retrouve les épingles et la technique de pliage du linceul. Nous nous sommes basés donc sur le positionnement du corps ainsi que l'emplacement des épingles partout sur le corps, suggéré en bleu. À ce jour, nous avons repéré 3 types de techniques. La première consiste à épingler le linceul le long du corps devant avec un repli extérieur ou intérieur. Voilà.
sur le devant et le surplus de tissu au niveau des pieds. Donc là, en pointillé, cela signifie qu'il est à l'intérieur. Et là, sur la sépulture 262, on voit que le repli est à l'extérieur. La seconde consiste à épingler le linceul le long du côté gauche ou droit du défunt, avec un repli sur le devant du surplus de tissu au niveau des pieds. La troisième consiste à épingler le linceul le long du milieu devant ou du côté du corps, avec un repli sur l'arrière maintenu par une cordelière, comme celui d'Anne d'Allègre au Mans. Et en conclusion, donc, l'étude n'étant pas terminée, elle ne fait que commencer. J'espère pouvoir continuer en faisant l'étude des fibres en coupe transversale. Pour tout ce qui est laine, de travailler au MEB. Continuer l'étude des armures en collaboration avec le CIETA. Et faire l'étude donc des pigments sur les tissus. Et je vous remercie beaucoup.